Spécial défense sur i24 News consacré aux attentats du 13 novembre. Des attaques qui suscitent de nombreuses interrogations autour du travail des services de renseignement français. Alors peut-on parler de failles décryptage à suivre? Mais d'abord, on revient sur le déroulé des événements. Il est 21h20 quand une explosion retentit au Stade de France. François Hollande assiste au match amical France-Allemagne. Il est immédiatement exfiltré. 2 corps sont découverts à la hauteur de la porte D. L'un est celui du kamikaze portant un gilet d'explosifs, l'autre celui d'un passant, littéralement soufflé par l'explosion. 21h25, 10e arrondissement de Paris. Un véhicule noir s'arrête face aux terrasses du Petit Cambodge et du bar Le Carillon. Des témoins parlent de 2 hommes. Les 2 sont armés de Kalachnikov. Ils ouvrent le feu et tirent durant 3 longues minutes, à 30 reprises. Avec calme, les hommes remontent ensuite en voiture et repartent. Depuis l'avenue Parmentier, les sirènes des ambulances déchirent la nuit parisienne. L'attaque a fait une quinzaine de morts. 21h30 au Stade de France, alors que le match continue, une deuxième explosion retentit, porte H cette fois. Un autre kamikaze s'est fait exploser. 2 minutes plus tard, nouvelle fusillade, cette fois dans le 11e arrondissement, à 500 mètres de la première attaque. C'est la terrasse du café La Bonne Bière qui est visée. 5 personnes sont abattues. Nouveau carnage à 21h36, soit 4 minutes plus tard. Un véhicule noir, rue de Charonne cette fois, devant le restaurant La Belle Équipe. Même scène d'horreur. 2 hommes sortent Kalachnikov en main et tirent au hasard. Puis ils repartent. Des blessés agonisent. Des passants tentent d'aider comme ils peuvent. À terre, 19 personnes sont en train de mourir. 21h40, un kamikaze se fait exploser dans une brasserie du boulevard Voltaire. Une personne est grièvement blessée. 15 minutes sont passées depuis la première fusillade rue Alibert et les enquêteurs pensent que le même commando est responsable de ces 4 attaques. 2 frères, Brahim et Salah Abdel-Salam. Brahim serait le kamikaze du boulevard Voltaire. Il se serait fait exploser après avoir tué une quarantaine de personnes avec son frère, Salah. C'est au même moment qu'une polo noire s'arrête devant la salle de concert du Bataclan. Un témoin a raconté avoir repéré cette voiture 2 heures plus tôt. À 21h30, le témoin quitte le restaurant. Les 4 hommes de la polo sont toujours là. Quand le témoin apprend les explosions au Stade de France, il tente de joindre la police. 80 appels sans succès. 21h40, les 4 hommes s'arrêtent devant le Bataclan. Ils sont très lourdement armés, font irruption dans la salle. 1500 personnes assistent au concert. Des rafales se font entendre. Les jeunes islamistes abattent méthodiquement les spectateurs. C'est le chaos qui règne. La panique s'empare de chacun. Certains réussissent à s'enfuir. D'autres s'accrochent aux fenêtres, comme cette femme enceinte qui aura finalement la vie sauve. Moins d'un quart d'heure après le début du carnage au Bataclan, à 21h53, un autre kamikaze se fait exploser à 400 mètres du Stade de France, cette fois sans faire de victimes. Au Bataclan, c'est toujours le carnage et près de 2 heures passent avant l'intervention de la BRI et du RAID. L'assaut est lancé à minuit 30. Un terroriste est tué par la police. 3 se font exploser. Le massacre aura duré presque 3 heures et les survivants décriront des scènes cauchemardesques. Alors quel rôle des services de renseignement? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, ancien du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Bonsoir. Alors la France vient d'être frappée en plein cœur par un mode opératoire qui était jusque-là encore inconnu sur le territoire national. Des attentats commando, kamikazes du type de ceux réalisés à Bombay en 2008. Est-ce qu'on peut parler d'un échec des services de renseignement français ? Alors moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin que l'échec du service de renseignement. Moi, je pense que c'est un échec de la politique française vis-à-vis de ce fléau qu'est le terrorisme islamiste. Je pense qu'on n'est pas suffisamment armé pour la prévention, alors qu'on est assez efficace dans la réaction. Je prends un exemple concret. Depuis en 48 heures, nous avons arrêté 168 arrestations, je crois, ou mises en garde à vue. On a récupéré de l'armement, 31 armes, je crois, ou quelque chose comme ça, énorme. En fait, en 48 heures, on a fait ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Sauf qu'on n'était pas en état d'urgence et qu'on n'avait pas la volonté politique de le faire. Je pense que les services de renseignement n'ont pas assez de liberté pour faire des arrestations préventives.
Oui, et puis il y a quelques semaines, on en parlait d'ailleurs dans Défense, la presse française rendait public un rapport confidentiel de la DCRI qui évoquait ces fameuses frappes obliques de l'État islamique, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces attentats de Paris. Alors absolument, il faut bien savoir que les terroristes islamistes, vous le savez très bien, s'adaptent aux techniques de défense des services de renseignement et des services de police qu'ils ont en face d'eux. Donc ils ont trouvé cette technique-là, c'est-à-dire que des frappes diagonales permettent d'échapper au radar de la police du pays sur lequel ils vont frapper, et ça leur permet de préparer en toute impunité dans un autre pays l'attentat, parce que, encore une fois, cet attentat de grande envergure nécessite forcément de la préparation, de la fabrication des gilets d'explosifs, pardon. Ça demande vraiment une vraie préparation, avec une base arrière et une base arrière, un déplacement de la base arrière sur la zone d'action, une action, et visiblement il y a une personne qui s'est exfiltrée de la zone d'action pour retourner dans sa base arrière ou ailleurs. Alors restez avec nous, Pierre Martinet. Je voudrais qu'on s'intéresse à cette base arrière djihadiste qui est au cœur de la Belgique, Molenbeek. Pour la 4e fois en 18 mois, la piste d'un attentat est passée par cette agglomération qui apparaît depuis des années comme le point de départ des terroristes, mais également comme le creuset d'un islam radical qui a servi depuis des années de base à la mouvance djihadiste. Explication, Gabriel Nolin. Molenbeek, véritable plateforme du terrorisme. Pauvre et avec une importante population originaire de Turquie et du Maroc, Molenbeek s'est forgé une réputation de bastion de l'islam radical en Europe. Lieu de passage de nombreux terroristes, ce quartier de Bruxelles apparaît comme un point central du terrorisme européen. Mehdi Nemmouche y a séjourné avant d'attaquer le musée juif de Bruxelles, et Ayoub El-Kazani, le terroriste du Thalys, s'est quant à lui procuré des armes. En janvier, les autorités belges avaient déjoué une tentative d'attaque contre 2 commissariats de Bruxelles, fomentée là encore par des habitants de Molenbeek. Un lien avec le terrorisme qui remonte aussi dans le temps. Un des commanditaires des attentats de Madrid de 2004 y aurait également vécu. De même pour l'auteur de l'assassinat du commandant Massoud en Afghanistan en 2001. Le quartier se distingue aussi par son rôle dans le recrutement de jeunes pour le djihad en Syrie et en Irak. Le groupe salafiste Sharia for Belgium, implanté dans la commune et qui militait pour un califat en Belgique, en avait fait sa spécialité. Une action efficace. Proportionnellement à sa population, la Belgique est le pays d'Europe qui fournit le plus de djihadistes en Syrie et en Irak. Alors Pierre Martinet, parlons-en de cette filière de Molenbeek. Les services européens savent qu'une quantité impressionnante de djihadistes originaires de ce quartier de Bruxelles sont partis faire le djihad en Syrie, en Irak. Ils savent également que la majorité des membres du groupe Sharia for Belgium y ont été tués. Pourquoi ce quartier n'a pas été nettoyé? Comment se fait-il que ce quartier ait une telle capacité de nuisance en plein cœur de l'Europe? C'est une très bonne question parce que nous sommes pris entre le terrorisme islamiste et les droits de l'homme et nos lois. Donc il y a des choix qui sont faits par les pouvoirs en place et les pouvoirs politiques. Selon moi, ce sont des mauvais choix, mais il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a autant de djihadistes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le pays qui fournit le plus de djihadistes sur les théâtres de Syrie et d'Irak, c'est la France. À même niveau, je crois, que la Belgique. Et en deuxième, il y a l'Angleterre. Donc c'est très important de comprendre que tant qu'on n'aura pas changé ou tant qu'on n'aura pas adapté nos lois à cette menace qui est omniprésente et qui est là depuis de nombreuses années, parce que quand j'étais au service action, nous travaillions déjà sur des groupes islamistes qui étaient en Belgique, à Londres, en Suède, en Suisse et presque partout en Europe. Donc il est plus que temps d'agir. D'autant plus que la majorité des terroristes de Paris se sont rendus en Syrie ces dernières années. Ils y ont sûrement combattu. Comment expliquer qu'ils n'aient pas été mieux surveillés? Pour répondre concrètement à votre question, c'est un échec total aujourd'hui, parce que cette année, entre Charlie Hebdo et aujourd'hui, entre Charlie Hebdo et vendredi 13 en France, il y a eu beaucoup d'autres attentats. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs morts sur le territoire français, plusieurs attentats qui ont échoué, 2 attentats majeurs qui ont été arrêtés, stoppés par des citoyens, des citoyens américains et des citoyens français. Là, encore une fois, les services de police étaient débordés parce que ça fait 25 ans que nous laissons faire, et aujourd'hui le monstre est tellement gros qu'on n'arrive pas à l'arrêter, et on paye aujourd'hui ces 25 ans de lâcheté et de déni vis-à-vis de ce cancer qu'est l'islam radical, et qu'on
Aujourd'hui, on est en train de mettre le pays en état d'urgence pour 3 mois minimum, avec des perquisitions de nuit comme de jour. Donc là, on est allé tellement loin dans le laxisme qu'aujourd'hui, ça déborde de toutes parts. Alors ça déborde de toutes parts et la France, finalement, vous entendant, n'a pas retenu les leçons parce qu'on sait qu'elle a quand même une bonne connaissance du terrorisme islamique depuis l'affaire Kelkal en 1995 jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo. Alors moi je vais juste rectifier la date, hein, c'est pas grand-chose, c'est que ça a commencé en 1994 avec la prise d'otage de l'Airbus d'Air France, avec une libération spectaculaire des otages à Marignane. Donc depuis 1994, effectivement, vous avez raison, rien n'a été suffisamment fait pour le stopper et on l'a laissé grossir et on n'a pas retenu les leçons du passé. Et à chaque fois, on dit plus jamais ça et à chaque fois, ça recommence. Donc il est temps, une fois pour toutes, de mettre le paquet et tous les moyens nécessaires pour la prévention. Alors en représailles, la France a frappé en Syrie un poste de commandement et un camp d'entraînement de l'État islamique. Est-ce que c'est à la hauteur selon vous? Écoutez, je pense qu'on est tellement allé loin dans le laxisme qu'aujourd'hui on essaye de faire comme on peut. Et je pense qu'aujourd'hui le pouvoir politique essaye de montrer qu'ils sont encore là, qu'ils sont encore capables de les frapper. Effectivement, c'est comparativement au massacre de vendredi, je peux vous dire que pour avoir fait la guerre au Liban, à la période où il y a eu l'attentat de Drakkar, j'avais l'impression de retrouver ça dans les rues de Paris avec des parachutistes armés. Oui, c'est dérisoire parce qu'il faut aller au-delà de ça, il faut au-delà des représailles, il faut traiter le mal à la racine parce qu'à aucun moment on traite de l'idéologie. Et l'idéologie, selon moi, c'est le tremplin des actions, le tremplin des actions djihadistes. Et ça, en France, on ne le traite pas. Encore une fois, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, ce matin, n'a pas prononcé une seule fois le mot islamisme. Il parle de barbares terroristes, certes, mais le terrorisme, c'est un moyen d'imposer une idéologie et non pas. C'est pas une idéologie le terrorisme, ce sont des actions de guérilla perpétrées sur un territoire et à l'étranger. Ils ont aujourd'hui, l'État islamique a un service action qui est capable d'aller frapper n'importe où en Europe, n'importe où en Occident. Et je pense qu'il est grand temps d'arrêter notre angélisme et de penser que nous vivons dans le monde de oui-oui en France, alors que nous sommes en guerre, une guerre particulière, une guerre asymétrique, avec des moyens dérisoires en face d'eux, quoi. Alors, et vous dites qu'il faut traiter le mal à la source. Est-ce que justement il ne faudrait pas s'en prendre aux sources de financement de cette organisation, l'État islamique? Est-ce que ce n'est pas le point de gravité à frapper? C'est ce que j'allais vous dire dans ma réponse. J'allais vous justement ma réponse en 3 points. Le premier point, je vais passer directement au 3e point. C'est ce qu'on est en train de faire en Syrie et en Irak. C'est faire la guerre physiquement avec des avions, avec des militaires. Sauf que la guerre ne se gagne pas par les airs. Il arrivera un moment où il faudra aller à la confrontation en face-to-face pour les combattre et les détruire. Mais si en amont, on ne combat pas, on ne stoppe pas l'idéologie salafiste qui se répand à la vitesse de la lumière sur notre territoire partout en Europe, avec les mosquées salafistes, si on ne les ferme pas, plutôt que d'expulser les imams radicaux qui prêchent la haine et la violence, si on les expulse, ils vont recommencer un peu plus loin. Donc il faut les stopper. Il est aussi important d'arrêter d'avoir une relation très ambiguë avec les pays du Golfe qui financent une partie du terrorisme islamiste sur la planète. Et je reviens sur le 3e point, c'est le 3e point qui est très important également, c'est les détruire militairement. Et l'opération d'élimination ciblée d'Abou Bakr al-Baghdadi, est-ce qu'elle est envisageable? Selon vous, ce sera un coup important pour l'État islamique? Absolument. Pour répondre à votre première question, il y a 2 questions dans votre question. La première question, c'est est-ce que c'est une élimination ciblée est envisageable? Je pense que les services américains sont en train de faire leur maximum pour qu'il y ait des frappes de drones sur le chef de l'organisation islamique. Ensuite, il est évident qu'une fois qu'on aura coupé la tête actuelle, elle va repousser, eh bien tant pis, il faut la recouper. Et tant qu'elle repousse, il faut la recouper. Et si ça nous prend 20 ans, eh bien, on mettra 20 ans pour les détruire. Mais pendant ce temps-là, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que si on veut conserver notre mode de vie en France et en Europe, il est très important de changer notre comportement. Et vous êtes bien placé pour le savoir que malgré l'état de guerre, il faut continuer à vivre tout en restant vigilant.
Alors en attendant, votre ancien régiment, le fameux 3e RPIMA, a été déployé samedi dans les rues de la capitale. Est-ce que c'est une solution efficace face au terrorisme? On ne devrait pas plutôt investir massivement dans les services de renseignement? Alors, pour moi, déjà, ce n'est pas la place des militaires d'être dans la rue à servir de vigile ou de planton. Il est important, selon moi, tout de suite, d'investir énormément dans les sociétés privées pour qu'ils viennent aider les forces militaires en présence pour assurer la protection de sites, pour assurer la protection rapprochée de certaines personnalités. Et il est très important également de mettre le paquet sur le renseignement humain et technologique. Merci beaucoup, Monsieur Martinet, pour cette interview. Je vous en prie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez là.